bien, bonsoir. Et donc, tout d'abord, bonne année. Merci d'être venu ce soir à notre rencontre avec Valentine. Bonsoir Valentine, merci d'être là ce soir. On est toujours très très heureux de t'accueillir. Voilà, donc on reçoit Valentine ce soir pour son livre Muren sur le handicap, mais pas que. Voilà, c'est un livre qui m'a vraiment bouleversée. Très très beau livre, comme d'habitude, parce que ce qui est bien avec Valentine, c'est que les sujets changent, mais ce qui ne change pas, c'est la qualité de l'écriture. C'est des histoires différentes à chaque fois, mais des histoires qui nous touchent, voilà, qui nous bouleversent, Voilà. Donc, je vous laisse la parole. Je vous rappelle, nous aurons la prochaine rencontre le 23 janvier, qui sera la rencontre en avant-première du salon de la fin du mois, du salon sous les couvertures, salon des livres et des lecteurs du 1er et 2 février à l'espace Jean-Bernard. Voilà. Ça sera avec Emmanuel Péret dans son livre qui s'appelle Chimère. Voilà. Jeudi 23 janvier. Voilà, donc je vous laisse la parole. Pardon, merci. Merci Catherine, et surtout merci Valentine d'être venue malgré toutes les difficultés de transport, et d'autant plus que je sais que tu es vraiment très demandé, puisque quand je t'ai contacté au mois de septembre pour trouver une date pour le presse-papier, ton emploi du temps était déjà plein jusqu'à fin décembre. Donc on est très content d'ouvrir l'année avec toi. Moi aussi. Et donc, alors, je pense que les gens te connaissent ici. Tu as, disons, 2 activités d'écrivaine, c'est-à-dire les livres pour adultes, les romans, et tu écris aussi pour la jeunesse, et tu fais beaucoup de rencontres. Et pour ce qui est de ce dernier livre, par exemple, tu as également fait mis en place une lecture musicale avec un guitariste qui est tout à fait passionnant. Donc là, vraiment, le corps prend, le texte prend corps et prend musique aussi. C'est vraiment quelque chose de tout à fait intéressant. Si vous avez l'occasion de le voir dans la région, n'hésitez pas. Ce roman, je dirais qu'il est à la fois très, très original et aussi un peu dans la continuité des autres. Dans la continuité parce qu'on retrouve évidemment certains thèmes, mais aussi original parce que, par exemple, pour ce qui est de Kinderzimmer ou de Un paquebot sous les arbres pour lequel tu étais déjà venu, ça n'est pas inspiré du récit d'une vie réelle. C'est un personnage inventé, mais tu nous diras tout à l'heure peut-être comment. Et on peut peut-être dire en 2 mots que c'est l'histoire d'un jeune homme dans les années 50 auquel il arrive un accident, une électrocution, et qui perd ses 2 bras. Il est amputé de ses 2 bras. Et toute l'histoire du livre est l'histoire non pas d'une résurrection, mais peut-être, comme tu le suggères par ta citation de Lick, d'une métamorphose, c'est-à-dire comment il va sortir d'un corps blessé pour, en quelque sorte, réinventer un autre corps et devenir une autre personne. Et c'est l'histoire non pas d'une résilience comme on l'a eu souvent, mais vraiment d'une métamorphose. Est-ce que tu veux peut-être dire déjà 2 mots sur tout ça? Je me laisse totalement guider, moi, par Nicolas. Docilement, j'ai parfaitement confiance en Nicolas. Voilà. Et donc ce thème du corps se retrouve dans plusieurs de tes livres, par exemple, qui touche c'est presque le thème principal de ton œuvre, hein, qui touche à mon corps, je le tue. Dans Kinderzimmer, c'est aussi une histoire de corps qui veulent survivre. Le dernier en date également. Et alors, moi, ce qui m'intrigue, avant de passer au texte proprement dit, c'est cette histoire de comment on passe d'un livre à l'autre. Parce que je vais te dire pourquoi. Parce que, voilà, la première phrase de ton livre, je saute la citation d'Ovide, m'a intrigué.
Parce que tu dis, donc ça se passe en fait 1 an après les événements, c'est-à-dire après l'accident qui est fait de ce garçon un handicapé. Et donc là, il est au bord d'une piscine, ça va être sa première leçon de natation. Et la première phrase du livre, l'incipit, donc c'est « La nuit plaque des rectangles noirs aux vitres de la piscine ». Or, cette phrase-là m'a évoqué la première phrase du paquebot dans les arbres, parce que c'est finalement la même scène, le paquebot dans les arbres. On avait une silhouette qui passait derrière des fenêtres d'un bâtiment détruit, et là on a ces fenêtres noires qui donnent sur la piscine. Est-ce qu'il y a un lien ou alors est-ce que j'ai inventé? Alors, je découvre aussi parfois les liens que je fais sans m'en apercevoir entre les images qui probablement m'obsèdent et qui me conduisent à écrire. Et c'est en t'écoutant en fait que je me dis le point commun entre ces deux départs de texte, c'est probablement l'idée de la matrice. Parce que la fenêtre avec la nuit derrière, c'est une fausse fenêtre. C'est une fenêtre qui ne donne sur rien. C'est une fenêtre qui ramène vers l'intérieur. Ce sont des lieux clos. Hein. C'est vrai que le sanatorium, c'est un lieu clos, même si des gens y entrent et en sortent régulièrement. La piscine est un lieu clos, elle est en plus à ce moment-là fermée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans son contexte habituel d'accueil de public. De la même façon, le sanatorium est déserté, puisque la scène d'ouverture du paquebot dans les arbres se passe très longtemps après les faits, et donc c'est un lieu qui a perdu sa mémoire et qui est devenu une espèce de saccage dont seul le personnage qui le traverse connaît l'histoire. De la même façon peut-être que François seul sait au moment où il est au bord de la piscine ce qui lui est arrivé et pourquoi il est là. Le lecteur pas du tout. Ça, c'est une scène qui vient s'ancrer dans la mémoire du lecteur et qu'il retrouvera beaucoup plus tard dans le livre. J'espère qu'il s'en souvient au moment où il la rencontre. Mais je crois que ce sont des figures de matrice et que tu évoquais mon intérêt pour les métamorphoses. Ça passe évidemment littéralement déjà par le corps, l'idée de métamorphose, pas seulement, mais en tout cas le corps est un outil et le lieu de la transformation visible. Je crois qu'il faut des lieux dans lesquels cette transformation peut se faire, exactement comme un cocon en fait. Je pense à la chenille qui se transforme en papillon. Elle a besoin d'un espace clos, fermé, dans lequel se produit en fait cette transformation qui apparaîtra ensuite aux yeux du monde. Et probablement que j'ai besoin de ces lieux symboliques, matriciels. Dans Muren, il y en a d'autres. Hein. Il y a d'abord évidemment le corps de la mère qui a produit cet enfant, qui est un enfant avec 2 bras, 2 jambes, 2 yeux parfaitement symétriques, on va dire. Et puis, il y a la chambre d'hôpital qui est une autre matrice et qui va produire ce jeune homme sans bras, donc totalement déconstruit par rapport à la figure de la mère. Et puis il y a la piscine qui produit encore un autre corps, un corps qui cette fois-ci est entier tout en étant manquant. Cette espèce de paradoxe qui fait que tout en étant déficient, nous pouvons être complets. Et là, on ne parle pas que de François, on parle de nous, bien entendu. Et donc, en t'écoutant, voilà, je pense que j'ai besoin de poser, alors peut-être au début des livres, mais ça les jalonne aussi, des lieux dans lesquels, de façon sécurisée, cette transformation est possible, puisqu'elle est toujours un défi au monde, et que sans un tout petit peu de sécurité, là je repense à la pyramide de Maslow, je ne sais pas si vous connaissez la pyramide de Maslow, qui hiérarchise les besoins de l'être humain. Le premier, tout en bas, c'est l'idée de la sécurité, qu'on peut survivre. Et en fait, il faut un environnement amène, allié, dans lequel on peut naître sans que la vie soit menacée en permanence. Je pense que c'est ça que je pose, parce que je sais ce à quoi je vais les confronter, à quel danger terrible je vais les exposer, pas seulement moi, mais parce que je crois que c'est notre itinéraire d'êtres humains, et que donc il faut des lieux dans lesquels ils soient à l'abri.
J'ai oublié de préciser tout à l'heure, enfin, ça va de soi quand on voit la taille du livre, que c'est un livre absolument foisonnant, qui est romanesque, qui est tout à fait passionnant, et dont en plus, une qualité supplémentaire, c'est une prose d'une richesse et d'une limpidité formidable, parce qu'on le disait tout à l'heure, sur chaque page, on pourrait faire des commentaires. C'est vraiment un grand plaisir de lecture. Mais, pas que compliment. J'aimerais d'abord qu'on parle un peu de ce jeune homme, et notamment, tu en as parlé un peu de son corps, parce que les premières pages, et on pourrait lire par exemple le tout début du jour de Bale, nous décrit, c'est l'émerveillement devant un corps jeune qui fonctionne parfaitement, quoi, en fin de compte, qui a toutes les sensations, et on peut dire qu'il appréhende le monde en fait par son corps. Mais en même temps, c'est une chose tragique que tu nous racontes, parce que c'est l'histoire de tout ce qu'il va perdre finalement. Enfin. C'est pour ça que c'est si important. Là, il y a peut-être aussi un parallèle avec le paquebot dans les arbres qui commence sur une scène extrêmement solaire de bal, où le bonheur est vraiment au centre de l'action. Tout tourne autour d'une famille qui ne manque de rien et qui s'aime profondément. Et là aussi, en fait, on est dans le corps, comme tu le dis, le corps accompli, le corps parfait, la créature idéale, en fait, hein, celle qui est créée par les dieux, avec les muscles adéquats, les articulations bien huilées qui fonctionnent parfaitement. C'est la créature qui sort vraiment du projet démiurgique. Créature éphémère aussi. Éphémère, bah oui, nous sommes peut-être commencer hélas. Par là, et s'arrêter soit là, comme ce qui t'arrange le mieux. C'est le jour de Bale. François éteint le réveil, dégage les couvertures, saute illico du lit. Il tend le bras vers la chaise, enfile en grelottant son pull, son jean, boucle sa ceinture, lasse ses chaussures dans les carrés de lumière que le réverbère couche au plancher. Zaka est sec, il s'en fout. À l'intérieur, il brûle du corps de Nine surgi en rêve, la bouche de Nine dans sa bouche et les cuisses de Nine verrouillées à ses reins, elles pèsent encore. Face au miroir, il lèche sa paume, aplatit un épi. 6 litres de sang très rouge irriguent parfaitement son corps de 22 ans, pulse à travers 100 000 kilomètres de vaisseau. Il gratte au carreau des dentelles de glace, déclinaison de l'hiver sibérien qui s'évite à Paris comme dans toute l'Europe, et laisse fondre sur sa langue. Avec sa manche, il fait un rond extérieur sur la vitre, scrute le thermomètre. -12. Dans quelques heures, il oubliera son rêve incandescent, la glace étoilée et les cristaux changés en salive froide, le mercure rétracté dans l'ampoule. Il n'y a pas de témoin, ni Sylvia, ni Mom, ni son père. Ils dorment. Lui, un Big Bang s'apprête à le traverser. Le temps de les écrire, chaque geste de François s'évanouit de la mémoire du monde. Il dévale les marches tandis que l'empreinte de Nine tiédit à ses hanches. Il oubliera cela aussi et personne n'en retiendra rien. Elle n'aura jamais eu lieu, cette cavalcade heureuse, ses genoux plient sans effort, les rotules bien articulées au tibia et fémur, liés par des tendons souples, solides comme des cordes de piano. Il se verse un fond de café, il trempe un bout de pain qu'il avale sans mâcher. Nine, Nine, Nine. Elle bat dans ses tempes, cette fille, dans sa gorge, son sexe, 100 000 fois par jour, au tempo exact de son cœur. Il veut que le soleil le cogne comme une évidence tout à l'heure, alors qu'elle préparera le café derrière la fenêtre de sa cuisine au 6e étage. Il a repéré l'échafaudage installé pile en face, il grimpera jusqu'au toit, il sera le coq chante-clair. Il fera lever le jour. Merci. On le sent déjà dans cette lecture, toutes ces choses qui vont disparaître, mais moi, quelque chose m'a beaucoup frappé dans ces premières pages, c'est le fait que chaque image, chaque situation, je trouve, contient en quelque sorte son contraire. Et j'en ai relevé quelques-unes, tu me diras si faut revoir, mais par exemple, on a parlé tout à l'heure les vitres de la piscine et les carreaux noirs du bassin, par exemple, l'échafaudage par lequel il monte pour apercevoir sa fiancée
donc quelque chose d'assez heureux, et ensuite l'échafaudage dont tombera un ouvrier dans le chantier sur lequel il travaille, le froid du mois de février, en février 56, c'est un hiver très dur, et la chaleur de son corps. De même, il y aura un feu d'artifice du 14 juillet qui évidemment fait écho au feu d'artifice, si on peut dire, à l'électrocution qu'il subit. Et pourquoi est-ce que je dis comme ça? Oui, oui, parce que est-ce qu'il y a est-ce que c'est volontaire, en fin de compte, à chaque fois qu'il se passe quelque chose de positif, de trouver son répondant, sa partie noire. Je crois que c'est le propre de la tragédie, hein, que de s'annoncer. La tragédie arrive toujours en étant annoncée. Hein. Si vous êtes des lecteurs de la tragédie antique, mais ce modèle est repris aussi dans les tragédies contemporaines, au théâtre comme en littérature, ce qui fonde la tragédie, c'est qu'elle est professée. Le cœur ou un personnage, que ce soit Sophocle, Euripide ou Jean Anouilh, annonce en fait ce qui va annonce le malheur à venir sans forcément le nommer. L'idée, c'est évidemment de créer une situation d'attente, de grande tension dans laquelle le lecteur est pris et qui ne doit plus le quitter jusqu'au moment où la tragédie arrive. Donc, on le nasse en fait, ce lecteur, dans une tension qui ne doit plus le quitter et qui le fait patienter, même quand tout semble aller de soi, vers ce moment de la rupture. Alors les ruptures, il y en a des tas, bien sûr, dans le livre, je fais référence à l'accident, mais il y en a des tas. Ça marche notamment aussi avec une langue de l'anticipation qui fonctionne sur des futurs, qui annonce ce qui va arriver, bien sûr. Mais ça, c'est le principe de la tragédie. Moi, j'ai été une grande lectrice de tragédie. J'aime les lire parce qu'elles nous conditionnent à quelque chose que nous savons déjà et dont nous faisons semblant d'être surpris. Nous allons tous mourir. Je vous l'annonce et vous le savez, vous allez l'oublier et ça va arriver pourtant. Et c'est le même principe en fait en littérature, c'est-à-dire qu'on vous annonce, il n'y a pas de romance en tragédie, sinon c'est des mauvais romans. La tragédie, c'est la condition humaine. Le moment de l'attente de la tragédie, c'est le moment où on peut se métamorphoser. C'est pour la repousser, c'est pour lui donner le temps d'advenir, c'est pour la nier, c'est pour la refouler, mais elle advient, on le sait. Et je trouve intéressant de restituer ce processus en littérature, annoncer la fin. Moi d'abord, je refuse, quand même, je le dis très clairement, de tenir mon lecteur, de faire reposer tout mon livre sur la chute, en fait, sur sa fin. C'est pas possible. Là, on n'est pas dans la littérature, c'est la langue qui doit tenir le lecteur. C'est pas ce désir de savoir comment ça se termine. Il n'y a rien à dire sur la fin de mon livre. Bien sûr que j'espère le lecteur est heureux d'aller au bout de ce voyage, mais je ne suis pas là pour produire des effets spectaculaires. Donc autant dire les choses telles qu'elles sont tout de suite. Une tragédie arrive, voici François, créature idéale, et François va tout perdre. Non seulement je le dis, mais en plus, l'idée est que le lecteur seul soit le témoin unique de ce qui a été avant la tragédie, puisque l'amnésie va balayer tout ça. Donc, je crois que c'est un ressort, moi, qui me touche, mais pas seulement dans l'art et en littérature, c'est parce que je crois que c'est le reflet de la vie même. La tragédie est annoncée, nous ne cessons de la repousser, de la mettre en suspension, elle arrive, néanmoins. Et il va falloir faire avec. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est comment nous, êtres humains, comment les personnages font avec. Font contre, font au-delà, font de côté, mais sont obligés d'y faire face. Alors justement, pour aller dans ce sens, il y a une phrase que j'avais notée là, qui est vraiment d'abord très belle et ensuite tout à fait qui illustre bien ce propos, c'est le monde est lourd d'intimes apocalypses et qui sait ce que pèse dans les mélancolies sans nom qui parfois nous assaillent, tant de magie vaincue. Et je me demandais deux choses. Premièrement, est-ce que finalement
est-ce que ce renoncement à des choses, est-ce que ça n'est pas ça la première condition à la métamorphose? Et deuxièmement, si, tu l'as dit, le lecteur est seul témoin de ce qui se passe au début, est-ce qu'il n'y a pas un autre témoin qui est le roman? Le roman, c'est le seul témoin. Oui, évidemment. Le lecteur, à travers le roman, oui, bien sûr. Il n'y a aucun personnage qui peut supporter la mémoire de François. Donc c'est nous, personne. La réalité, c'est personne, mais j'aime que le roman puisse sauver quelque chose que la vie réelle aurait perdu. Et tu disais... oui, l'autre chose, est-ce que le renoncement est la première étape? Oui, le renoncement est essentiel. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas de résilience, parce que l'idée de résilience implique le retour à la forme ancienne, qui a été impactée par des événements, par un choc extérieur, qu'il soit physique ou psychologique. Alors évidemment, moi je lui donne une fracture telle dans son corps qu'elle est définitive, les bras ne repoussent pas, c'est impossible. Donc le choc implique une transformation radicale. Évidemment, c'est pour aller plus loin et rendre impossible tout retour à l'existence antérieure. Donc il va falloir que cet homme se réinvente. Et justement parce que il n'a pas le choix. C'est un renoncement qui est un peu conditionné, parce que de toute façon, il peut se battre tant qu'il veut contre le réel, il ne reviendra pas à la situation antérieure. Mais de ce fait, à cette créature tellement éprouvée, moi ce que je veux lui offrir, ce que je veux lui donner, c'est ce que j'estime être notre force première, notre ressource la plus considérable, c'est l'imagination. Il va falloir tout réinventer, réinventer son rapport au monde, réinventer chaque geste étant ambitieux comme l'est une chorégraphie, puisque tout doit être pensé, que chaque articulation doit être réfléchie dans son rapport au monde, et que la relation aux autres, à la famille, aux amis, à l'amour, tout doit être totalement réinventé. Il n'y a pas de consolation possible, il n'y a pas de retour en arrière. C'est très dur, mais c'est aussi un projet extraordinaire. Et ce que je voulais dans ce livre, c'est surtout qu'on considère le projet extraordinaire et pas la perte. Bien sûr que la perte est là. Elle est radicale, elle est définitive, elle est insupportable. Mais l'imagination permet d'envisager la vie autrement. Alors, ça va de soi. Au départ, la perte est tellement radicale, on imagine, et on a raison que cet homme n'y survivra pas. Pas seulement physiquement, parce que ça, le chirurgien est tout à fait capable de le ramener à la vie. Il doute qu'il ait eu raison de le faire parce que ce qu'il donne à ce jeune homme est une condition absolument terrifiante. Donc, son métier est de faire vivre. Il arrive à le faire vivre dans des conditions qui ne vont pas de soi, parce qu'il n'y a pas de service de grand brûlé à l'époque. On commence tout juste à s'intéresser à cette espèce de chirurgie de guerre. On ne connaît pas la haute tension. C'est un jeune homme traversé par une tension de 25 000 volts. On ne sait pas comment faire avec des corps comme cela. Amputer des deux bras aussi haut, un jeune homme, c'est aussi abandonner l'idée de l'appareillage. L'appareillage est incapable à ce moment-là d'aider un homme comme ça. Il n'y a pas de kinésithérapie, il n'y a pas d'ergothérapie. Donc ce que fait le chirurgien, il porte une responsabilité colossale en fait, en le maintenant en vie. Mais vivre, c'est autre chose qu'avoir un cœur qui bat et un cerveau qui fonctionne, c'est avoir un projet, c'est-à-dire avoir un désir. Et toute l'histoire de ce livre, c'est comment ce jeune homme, biologiquement vivant, devient vivant parce qu'il a du désir de construire une autre vie. Et ça ne va pas du tout de soi. Ce qui va de soi, ce serait plutôt qu'il se suicide. Donc c'est un homme qui fait un travail considérable, vraiment de métamorphose. Il change d'espèce, je le dis au début du livre, il change vraiment d'espèce. Une chose qui est frappante pour c'est justement la question du temps. La question du temps, c'est toujours une question qui revient dans les romans, puisqu'on dit toujours que le temps est le premier personnage du roman, etc. Bon, tu l'as un peu effleuré tout à l'heure. Moi, quelque chose me frappe. D'abord, on l'a dit, la première scène se passe 1 an après son accident et on revient au début de son histoire, mais tout ça est écrit la plupart du temps au présent. Mais est-ce que ce n'est pas
un usage du présent un peu paradoxal, parce qu'en fait, tu nous racontes ça au présent comme si c'était en train de se dérouler, alors qu'on sait que c'est un présent rétrospectif, en quelque sorte. C'est ce qui est très beau dans l'usage du présent, c'est vrai que je n'écris qu'au présent. Hein. Moi j'ai été prof, alors je connais bien les valeurs du présent. Le présent, c'est le temps qui intègre la totalité, en fait. Le présent a valeur de passé, a valeur d'immédiateté, a valeur de futur. Et donc, il est d'une utilisation assez universelle. Il faut savoir l'utiliser pour ne pas perdre le lecteur. Mais j'aime en fait qu'il soit ce temps de la globalité. Nous sommes dans une forme de continuité dans nos existences. C'est-à-dire que, pardon, je vais revenir à l'incipit, hein, d'Ovide, ce que nous fûmes aujourd'hui, ce que nous sommes, pardon, j'ai un trou, ce que nous étions, ce que nous fûmes hier, ce que nous sommes aujourd'hui, nous ne le serons plus demain. Tout s'écoule et les êtres ne revêtent qu'une forme fugitive. Le présent n'existe pas parce que aussitôt qu'il advient, il nous échappe, si bien qu'en fait, tout est présent constamment. L'événement qui arrive contient l'événement qui suit et il est le produit du précédent. Le présent, c'est très très large, c'est très élastique. On ne peut pas isoler en fait un instant du présent sans retracer son histoire. Il vient de quelque part et il nous emmène ailleurs. Et c'est pour ça que je trouve intéressant, parce qu'il fait de nous une créature en mouvement, en permanence, en transformation en effet, alors que le passé nous enferme par exemple dans un temps révolu. Et à la limite je préfère le futur parce que le futur est forcément lié au présent. C'est son prolongement, c'est son... Voilà. Et donc c'est un temps que j'aime beaucoup parce que... Souvent tu annonces par des allusions des choses qui vont arriver. Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc, j'écris jamais au passé parce que il y a quelque chose de mort, en fait, dans le passé. Et il me semble que ce qui advient dans nos vies, comme dans celle du personnage, est toujours très vivant. Ensuite, c'est là, et c'est constitutif de sa personne et de son histoire. Il n'y a pas d'accident s'il n'y a pas l'échafaudage, la scène que je vous ai lue maintenant. Il n'y a pas d'appareillage s'il n'y a pas eu l'accident, et tout est lié intrinsèquement. Et le présent a cette espèce de malléabilité que je trouve intéressant parce qu'il contient la vie entière. Et ce présent, justement, nous fera vivre un peu, presque au jour le jour, toutes les épreuves par lesquelles il va passer. Ils sont très durs physiquement et que tu décris très bien d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a aussi eu toute une part de documentation qui se sent dans ce livre. Et moi, j'avais noté à ce propos, parce qu'à un moment vers la fin, je dévoile quelque chose, mais certains personnages se retournent vers l'auteur et lui disent quand même, vous ne l'avez pas épargné, vous avez été un peu dur avec lui. Et donc, il a quelques plaisirs au tout début, et tu notes, nulle douceur n'est superflue pour qui s'apprête à endurer tant de supplices. Oui. Ben oui, c'est là aussi, hein, je veux que vous soyez prêts. Il faut se rendre compte, en fait, que ce dont on parle, c'est un accident qui est vraiment terrible, mais qu'en plus, dans les années 50, on n'a pas de coma artificiel. Et moi, je l'ignorais. Au moment où je me suis lancée dans cette aventure, j'imaginais fracasser mon personnage dans cet accident terrible d'arc électrique, et j'imaginais qu'il se réveillerait sans bras, et commencerait à ce moment-là vraiment mon histoire. Et comme je suis allée travailler, je suis allée dans un hôpital de guerre, j'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital d'instruction des armées de Percy, parce que c'est une blessure de guerre, parce qu'il y a toute la problématique de la brûlure, de l'amputation, de l'appareillage, et qu'il fallait que je me trouve au bon endroit avec les bons médecins. Je leur ai dit en quelques mots mon scénario, et la première réflexion que j'ai essuyée, c'est enfin, c'est pas possible, vous pouvez pas faire une ellipse. Ouais, les ellipses, elle a Victor Hugo, 20 ans passés, Cosette est toute petite, et tout d'un coup, oh, elle va se marier avec Marius. Hein, c'est pratique. Tu parlais de la relation au temps, là, il se fout un peu de nous quand même, Victor Hugo, que j'adore, mais c'est sûr que c'est une vraie gageure de raconter 20 années. Donc, voilà, c'est ce petit retour à la page, une petite ellipse, et on n'en parle plus. Ben moi, je peux pas, parce qu'à l'époque, le coma artificiel, il y en a pas. Donc, il va subir au jour le jour, sans aucune trêve, sans aucune pause, et avec un tout petit peu de morphine, pas trop,
parce qu'à l'époque, il n'y a pas d'imagerie médicale comme on les connaît aujourd'hui. Donc pour connaître l'état intérieur du patient, il faut lui parler, il faut qu'il réponde aux questions. Il faut qu'il puisse s'exprimer sur ce qu'il ressent. Donc, ce personnage-là, du moment où il entre à l'hôpital jusqu'au moment où il en sort, pendant 3 mois, va vivre au jour le jour des soins d'une densité, d'une souffrance qu'on a peine à imaginer aujourd'hui. Il y a des opérations, il y a des greffes, il y a un réapprentissage complet du corps, je mets de côté, mais elle existe, c'est la souffrance psychologique qui est terrible, tout en conscience. C'est-à-dire qu'il n'ignore absolument rien d'aucun des gestes qui est produit sur lui, des soignants qui viennent le visiter, des réussites et des échecs qui se produisent sur son corps, des tentatives avortées pour réparer tel ou tel aspect. Et donc, moi, j'avais besoin, du coup, de me documenter de façon absolument colossale sur ces 3 mois-là. Et de fait, mon roman, pour plus de la moitié, est un roman médical. Mais c'est un roman médical qui n'est pas simplement là pour restituer le geste, mais l'aventure extraordinaire que constitue la fabrication d'un corps nouveau. Tout est expérimentation. Je vous disais, premier service des Grands Brûlés, 52 à Saint-Luc à Lyon. On est dans les Ardennes, dans un hôpital paumé, l'accident qui lui arrive, ils sont en pleine cambrousse dans cet hiver congelé, on l'emmène à l'hôpital le plus proche et il va falloir se débrouiller parce qu'il n'est pas déplaçable, ce jeune homme. Donc les médecins qui l'entourent sont eux-mêmes dans une aventure assez extraordinaire parce qu'il devient un peu un cobaye et il s'y attache farouchement parce que ce garçon-là teste leurs compétences comme jamais ils n'ont été testés. Et donc tout ça me demandait une énorme précision dans la recherche, un travail de mémoire qui a beaucoup intéressé les médecins aussi parce que finalement la mémoire des pratiques médicales, eh bien, ça ne va pas de soi. Moi j'ai rencontré des gens qui font partie des équipes de chirurgie les plus compétentes au monde aujourd'hui et qui pourtant ne connaissaient pas forcément l'historique de leurs pratiques. Comment on faisait les greffes dans les années 50 ? Ça a été complexe. Il a fallu trouver des gens plus âgés, relire des thèses de l'époque. C'était une construction très très lente et passionnante. Et du coup, mon livre a radicalement changé d'optique, puisque cette métamorphose que j'envisageais surtout dans la piscine, elle commence désormais vraiment dans la chambre d'hôpital, avec des personnages qui sont devenus centraux et que je pensais à peine aborder comme des fantômes. Par exemple, l'infirmière Nadine, qui est vraiment un personnage clé. Il n'y a pas de désir de vivre pour Françoise s'il n'y a pas Nadine. Tout ça a été amené par cette erreur, en fait, que j'ai faite au départ, d'imaginer un coma là où ça n'était pas possible. Donc parfois, l'écriture prend des biais comme ça, qui sont surprenants et passionnants, et qui nous obligent à revoir notre narration, notre façon d'écrire. Murène est devenue un autre livre, vraiment. Et alors, sur cette façon d'écrire, justement, il y a quelque chose que j'ai appelé pour moi-même le roman de fil en aiguille, parce que la mère, enfin les parents de ce jeune homme sont couturières, ils ont un atelier de confection, ils manient les tissus, etc. Lui-même, dans les mains des chirurgiens, à un moment, un chirurgien lui dit mais moi aussi, il y a sa mère, moi aussi je fais de la couture parfois. Et le travail de l'écrivain, d'une certaine manière, c'est aussi de la confection, c'est aussi de la couture, parce qu'on parle souvent de tissu pour le texte. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre ces 3 activités? Est-ce que tu t'es senti un peu chirurgien? Un peu chirurgien. Oui, par le fait, c'est moi qui l'ai amputé et c'est moi qui le recouvre, de fait. Moi, je suis très sensible, en fait, à cet univers de la couture, de la suture. Il fait partie, notamment, de mon roman qui touche à mon corps, je le tue, dans lequel le personnage de la mère, cette jeune femme qui avorte donc, dans les années 40, est Tisserande. Et là aussi, c'est une autre matrice qui se construit à travers l'univers des tissus, comment elle habille le corps de sa fille, comment elle étouffe le corps de sa fille. Bon. Mais
cette fabrication comme ça de l'enveloppe de la peau, ça a toujours été une fascination pour la bonne raison que je suis fille de tisserande moi-même. Donc ça fait partie de... J'ai eu 2 parents qui m'ont beaucoup sollicité sur le plan sensoriel, puisque j'avais un père parfumeur, donc le monde des odeurs, de l'olfaction est très très présent. J'y suis très sensible, mais tout ce qui relève comme ça de la peau, en fait, m'a été donné par le métier de ma mère, qui, fabriquant des vestes, fabriquait des corps. Pour moi, ça a toujours été un lien très fort, en fait. Je n'ai jamais vu cet artisanat comme autre chose que de la fabrication des corps. Enfin, c'est de la couture, c'est pas tout à fait tisserand, ils ne fabriquent pas les tissus, mais en fait, ils fabriquent des silhouettes. C'est aussi... oui, oui, bien sûr. Mais les artistes, en général, fabriquent des silhouettes, fabriquent des corps, les mettent en mouvement, les ajustent. Il y a bien entendu des échos, oui. D'accord. On essaie de ne pas trop dévoiler les différents épisodes du roman, mais je reviens sur 2-3 termes ou 2-3 choses qui m'ont simplement intrigué. Par exemple, le nom, enfin les prénoms, mais souvent les noms des personnages. Alors, j'en prends 2. Le premier, c'est celui de l'infirmière dont tu parlais tout à l'heure, qui, d'une certaine façon, sauve la vie de François, parce qu'elle lui parle, et par son lien de la parole, et par sa présence, elle ramène à la vie, en quelque sorte. Cette infirmière s'appelle, Nadine, donc, s'appelle Mademoiselle Faye. Et, évidemment, Faye, ça fait penser à la faille. Parce que, je pense que c'est parce qu'elle rentre par les failles de son corps, elle rentre par ses failles. Et aussi parce que tu lui fais dire à un moment, donc elle parle à François, elle dit: on ne sait jamais s'il y a une brèche, même étroite, si la voie s'y engouffre à la façon d'une eau dans la fissure d'un mur. Oui, oui, bien sûr, hein, il y a l'idée de la brèche, mais il y a aussi peut-être l'idée qu'elle est faillible, cette jeune femme, hein, parce que elle a beau être un repère indéboulonnable dans l'existence de François, elle ne pourra pas répondre à toutes ses attentes, c'est certain. Après, j'avais la faille, c'est un tissu aussi. Oui, des couturiers. Et puis son prénom, en fait, compte. Parce que Nadine, c'est Nine en plus. Vous ne comprendrez pas forcément si vous n'avez pas lu le livre, mais Nine, c'est ça, cette jeune femme qui part éblouir, en fait, en grimpant à l'échafaudage au début du livre. Et qu'il va oublier. Donc elle n'existe plus, elle est totalement éradiquée de sa mémoire et comme personne ne la connaît, elle est vraiment effacée du monde. Et Nadine, si on met entre parenthèses le A et le D, on retrouve le prénom de Nine, et puis A dans le latin c'est le préfixe qui augmente, donc c'est une autre... mais il figure dans le texte en fait, elle figure dans le texte les parenthèses à un moment donné. Lui-même il y pense. Je trouve ça étrange. Et il met ce hâte entre parenthèses. Les femmes arrivent en miroir dans ce livre. Il y aura Muguette aussi qui va arriver comme ça. Ce sont toutes des femmes qui, quelque part, ressurgissent en dépit de ce que sa mémoire a oublié, comme des images de complétude possible. Et l'autre personnage, évidemment, c'est le personnage principal, François, dont le nom de famille est Cendre. Cendre, c'est un poisson. Le titre de ton roman, c'est Murène, parce que il va s'identifier, quand il aura perdu ses membres, à cet autre poisson, puis, parce qu'il y a une histoire de natation, enfin d'eau. Et pourquoi est-ce que oui, parce que il y a plusieurs façons d'entendre ça. Cendre, ça peut être le poisson, ça peut être aussi un jeu sur les cendres, comme on dit. Alors, il est contre, je pense, aussi cette interprétation du phénix, le phénix qui renaît de ses cendres. D'ailleurs, il y a un petit dialogue. À la maison, l'infirmière lui dit: Phénix, vous savez, l'oiseau qui renaît de ses cendres, c'est vous. Phénix, mon cul.
Phénix souffle les bras. Ouais, oui, oui. Non, mais c'est oui, la référence au monde aquatique dans le centre était importante pour moi. On quand même de jouer. Oui, mais c'est très bien. Et puis non, mais c'est très bien. Et puis je crois beaucoup que la langue a des connexions souterraines pour moi et pour le lecteur. Hein. On n'y voit pas toujours la même chose, mais d'évidence en tout cas. Enfin, moi, j'ai choisi l'univers aquatique. Le mot cendre pour moi faisait référence à l'univers aquatique. C'est un petit peu, on revient un petit peu à la question sur le présent de tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que tout contient en fait sa suite. C'est comme s'il avait déjà le destin d'un poisson et la vie se charge de l'accomplir. Oui. Alors maintenant j'aimerais faire une parenthèse dans le récit pour parler de Victor Hugo, dont tu parlais tout à l'heure, parce qu'il y a plusieurs allusions en divers endroits du livre à Victor Hugo. Alors voilà, parce que j'ai noté à un moment, plutôt vers le début, on lui cite le poème Les Jeans qui sont dans le je pense. Oui. Ça, c'est sa mémoire en fait qui se réveille par segments et lui revient un poème d'enfance au moment de son réveil à lui à l'hôpital. Il y a le fameux poème de Mandelo, chez la campagne, qui nous donne l'occasion de lui expliquer ce qu'est une synecdoque, c'est-à-dire la partie pour le trou. Oui, parce qu'en fait, il a des, faut le dire, parce que sinon c'est compliqué, mais il a des névromes, donc il a les sensations des membres fantômes. Et donc le chirurgien essaye de lui expliquer ce que c'est, et il lui dit que ses bras ont des terminaisons nerveuses qui ne sont pas prolongées, il n'y a pas le bras, mais il y a bien la terminaison, et donc le cerveau, lui, est capable d'imaginer le bras entier. Et donc c'est une synecdoque d'ordre physiologique. François, évidemment, ne comprend rien à ce que lui raconte le chirurgien, et donc il prend cet exemple, tiré de ce poème de Victor Hugo. Il les voit au loin descendant vers Harfleur, les voiles étant en fait la partie qui désigne le tout, qui désigne le bateau. Et donc le névrome, cette sensation fantôme, s'accroche au bout des nerfs et désigne en fait le bras entier. Mais évidemment, tout ça est tout à fait inadapté, inapproprié pour François qui souffre comme un damné. Et donc, il est dans un univers qui essaye de le ramener à la vie, mais qui souligne surtout l'abîme qui le sépare du monde des vivants. Mais ce qui est intéressant avec Hugo, c'est que c'est aussi l'écrivain monstre, si je peux dire. C'est-à-dire, c'est l'homme qui a créé Quasimodo, Gwynplaine. Gwynplaine, c'est l'homme qui rit. Qui rit. Et alors, je pense que tu me rends amoureuse de Victor Hugo. Et ce personnage-là, finalement, c'est certains le voient comme un monstre et en fait on découvre son humanité, quoi. Et sa transformation. J'aurais une dernière chose sur Hugo, mais tout à l'heure. Non, mais vas-y. Et alors, oui, alors ça c'est le mystère total. C'est que François se retrouve, il est dans les Ardennes, Charleville, quand son accident lui arrive, et il se retrouve à l'hôpital de V. V, la majuscule. Et alors pendant tout le livre, elle désigne cette ville comme V. Alors, dit c'est un procédé romanesque, parce qu'on a vu ça dans beaucoup de romans, notamment au XIXe siècle, où par discrétion ou autre, l'auteur met jeté à V et le faisait, je sais pas quoi. Donc bon, ça évoque diverses choses sur disons, de la mémoire littéraire, mais je me suis demandé aussi si c'était pas là encore pour intriguer et faire rêver un peu le lecteur. Parce que ce V, je me suis dit, mais finalement, bon, soit c'est une ville, une raison que j'ignore, mais je me suis dit, mais c'est. Qu'est-ce que ça va être V, alors ça m'a fait penser d'abord à Verrières. Pourquoi ? Parce que le roman commence par le jour de Bayle. Le jour de Bayle, c'est le jour où il lui arrive son accident, c'est B-A-Y-L-E. Mais Bayle, comme tout le monde le sait, c'est le vrai nom de Stendhal. Et Verrières, c'est la ville où commence le rouge et le noir. Vous savez, c'est la petite ville de Verrières, etc. En pensant à Hugo, j'ai pensé à Villequier aussi. On ne sait pas du tout. Villequier, Victor aussi, ça peut être le V de Victor. Valentine. Et ben voilà, c'est le V de Valentine.
C'est simplement que j'ai un tel souci du réel que je ne peux pas citer le nom d'un lieu existant si je ne suis pas capable d'en retrouver complètement les images et de le restituer tel qu'il était. Donc, quand je décris une forêt, c'est qu'elle existe. Quand je décris un village, c'est que je l'ai vu et que je l'ai vu à l'époque. Un hôpital dans les Ardennes qui, à cette époque, aurait pu accueillir un malade comme celui-là, il n'en avait probablement pas. De toute façon, il n'y en avait pas. De toute façon, j'arrivais en fait forcément dans un inconnu absolu, puisque je forçais en fait des équipes médicales à prendre en compte un corps qui est une espèce de rareté que personne n'aurait été capable de soigner. Donc je ne pouvais pas infliger ça à un hôpital existant dont tous les médecins auraient pu se retourner contre moi. Ça n'a pas, non, on l'aurait envoyé à Amiens ou je ne sais où. Donc il fallait que moi je crée mon hôpital dans lequel l'expérimentation pourrait avoir lieu sans que je puisse être contredite. Ça aurait pu être F, voilà, ça aurait pu être G. Et quant à Victor Hugo, c'est l'écrivain monstre, c'est monstre. Et ce dont je me suis beaucoup nourrie avec Victor Hugo à propos des monstres, et ça je reviens dessus plusieurs fois dans le livre, c'est la responsabilité qu'il endosse d'imaginer ces créatures. Parce que pourquoi imaginer Quasimodo ? C'est une telle souffrance d'être Quasimodo. Pourquoi imaginer Gwynplaine et tous ces personnages qui sont des personnages mutilés pour être présentés dans les foires, et ça il y en avait énormément au XVIIIe siècle, des enfants aussi auxquels on faisait subir des mutilations terribles dès le plus jeune âge pour qu'ils grandissent avec et puis qu'ils puissent faire vivre des montoirs de monstres. Enfin, ça existe. Et donc pourquoi est-ce que lui en fait des personnages centraux de ses romans et comment il assume la responsabilité de l'horreur qu'il montre? C'était pour moi une vraie question parce que, tu l'as dit, c'est pas un roman qui s'inspire d'une personne réelle. C'est vraiment ma créature. Même si tout ça est adossé à une documentation très très sérieuse au niveau médical, au niveau du handisport sur les années 50 et que François pourrait exister. Enfin, le but c'est qu'on le croit et que des médecins le croient et que des handisportifs le croient. Mais moi je sais que c'est ma créature et ma responsabilité d'autrice, de créatrice, elle se trouve totalement engagée. Je ne peux pas m'en remettre à une existence réelle pour dire ce qui lui arrive, je ne l'ai pas choisi, c'est le réel qui me l'impose. Non, personne ne me l'impose, c'est moi qui l'ai choisi. Et ce que j'ai aimé chez Victor Hugo, c'est justement comprendre pourquoi, comment il assumait cette responsabilité. Parce que ce qu'il leur offre dépasse, remet en cause, réenchante complètement cette monstruosité. Et il en fait des êtres d'une humanité dans lesquels nous pouvons trouver des miroirs. C'est ça, en fait, que je voulais aussi retranscrire dans le livre. Et tu parlais de cette scène où le chirurgien se tourne vers l'autrice. C'est moi, l'autrice, en disant « Qu'est-ce que vous me rendez impuissant, c'est pas le chirurgien, c'est l'appareilleur. Je peux rien faire pour lui. » Cette scène est arrivée vraiment dans la réalité, puisque j'étais avec l'appareilleuse de l'hôpital d'instruction des armées de Percy, à qui... j'avais vraiment, cette fois-ci, dessiné les contours de mon personnage, j'avais travaillé sur l'hospitalisation. Donc, il sortait, et on essaye de dessiner une prothèse pour lui. Et en fait, rien ne fonctionne. Rien n'est possible. Surtout avec les matériaux de l'époque, elle pose son stylo, elle s'assoit sur sa chaise et elle me dit « Mais je ne peux rien faire pour lui !» Et ça, pour moi, c'était une victoire. Parce que si elle pouvait rien faire pour lui, alors moi, j'allais pouvoir faire quelque chose. Et moi, ce que je lui donne, ça ne dépend pas de la technique, ça ne dépend pas de l'appareillage, ça ne dépend pas de l'argent, ça dépend de lui. Et de lui et un peu des autres aussi, parce qu'il va falloir qu'il trouve des alliés, encore une fois, sans désir, sans projet, sans relation à l'autre, il n'y a pas de vie possible. Mais ça, c'est quand même un mouvement qui commence par lui. Et du coup, c'était un cadeau. Victor Hugo, en fait, il m'a offert ce cadeau d'assumer la responsabilité de ma créature en lui offrant quelque chose que seul l'artiste, en fait, pouvait lui donner, la fiction. Ce corps, il va le reconquérir donc
peu à peu, il va le retrouver partiellement. Et tout d'abord, alors ça m'a beaucoup intéressé, me semble-t-il, tout d'abord par la langue maternelle, parce que sa mère est anglaise, et comme elle ne peut pas le voir encore, parce que les médecins ne la laissent pas rentrer quand il n'est pas. Elle lui écrit des lettres en anglais, et lui d'entendre la voix maternelle, de retrouver la langue maternelle, ça recrée un lien, d'autant plus que tu joues sur ce. Parce qu'il y a beaucoup de références mythologiques dans le livre, tu joues sur l'hypnose, c'est-à-dire la gardienne de la nuit. Oui, parce qu'elle est derrière le mur, c'est vrai, de la chambre. Et en fait, Nadine est la seule personne, l'infirmière, qui a accès à François, qui est totalement privé de visite. Et donc, Nadine lit les lettres de la mère, qui sont écrites derrière le mur, mais qui sont écrites en phonétique, parce que la mère ne parle pas français avec son fils, elle ne parle qu'anglais. Pour que ça redevienne la voix maternelle, il faut que de l'anglais soit dit. Mais Nadine, à l'époque, on ne sait pas nager, on ne parle pas anglais. Donc, Nadine ne peut pas lire de l'anglais, donc la mère écrit ses lettres en phonétique dans l'espoir que le fils puisse entendre quelque chose de sa langue d'origine. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que sa conscience se réveille. Parce que Nadine prononce tellement mal que ça finit par l'irriter, et lui qui avait pris cette décision totale de ne plus réagir au reste du monde, qui se sentait emmuré dans son corps, qui le leur remettait au corps médical et qui ne voulait pas épouser ce corps étranger, qui refusait totalement d'exister à l'intérieur de ce corps, est obligé d'en sortir pour la corriger dans sa prononciation. Pour lui dire, on ne dit pas the, on dit the. Et c'est ça qui crée le premier lien entre Nadine et lui. Et le truchement de la langue maternelle est absolument essentiel. Ouais. La deuxième chose qui lui fait reprendre un peu conscience de son corps, et j'aimerais bien qu'on lise un petit paragraphe si tu veux, c'est le moment où on lui présente, après plusieurs semaines, où on lui présente un miroir, et où il va découvrir son corps. Il demande un miroir. Il n'a pas osé avant. Il s'en était tenu au noyau de pêche. Mais même va venir. Il ne veut pas lui laisser la première image. Nadine apporte un miroir. Il a peur de sa maigreur. Il a repris du poids, mais pas suffisamment. Nadine fait glisser lentement le miroir du front aux yeux, comme le demande François, des yeux à la bouche, de la bouche au menton. Il rit soudain. Un tremblement nerveux, il s'est reconnu dans le miroir. Nadine abaisse le miroir vers le buste où la greffe fait une plaque marbrée, irrégulière. Elle recule, comme le veut François, pour que le miroir embrasse le thorax complet. Il se fige, incrédule. Sa laideur le suffoque. Et puis il ne peut rien, il pleure, silencieux. Je peux vous le dire à présent, François. Dans la salle de garde, on pariait sur votre sort depuis votre arrivée. Par un seul d'entre nous ne vous aurait donné vivant au-delà de 10 jours. La plupart n'imaginaient même pas que vous passeriez la nuit. Et vous êtes là, au 58e jour. Ça n'est pas rien. Il y a aussi une autre scène qu'on n'a peut-être pas le temps de dire, mais je vous l'indique, c'est la scène de la toilette. Il y a une dame qui est embauchée pour lui faire sa toilette, lui faire prendre des bains, etc. Et c'est une scène qui est formidable parce qu'elle est d'une pudeur incroyable, alors que c'est une scène de gêne, évidemment, puisqu'il a besoin de quelqu'un pour tout, au départ. Mais cette scène de la toilette, c'est aussi une scène d'eau. Et l'eau va prendre une grande importance dans ce livre. D'abord parce qu'à un moment, il fait une promenade en montagne et il découvre un lac, il est attiré par ce lac et il va finir par
arriver à se plonger dedans, et il dit toute cette eau, la volupté qu'il découvre avec cette eau, il dit toute cette eau, c'est comme si c'était une femme. Comme si, En fait, oui, l'eau comble toutes les interstices et puis elle le prolonge, elle l'augmente. Donc il n'y a plus de trou dans son corps, il n'y a plus de manque. La phrase exacte, je crois, c'est « l'eau referme les voies ouvertes à la mort ». Et en effet, il a cette espèce d'intuition, juste, juste, mais il faudra beaucoup de temps pour la réaliser. Oui, que cette femme, que l'eau, qu'une femme a la forme de l'eau. C'est l'idée de la complétude, mais déjà, moi, je voulais aborder la question, ne pas la laisser de côté de la sexualité, qui est la complétude, en fait. Elle est là, la complétude. L'eau, c'est une métaphore, mais c'est la sexualité, la vraie complétude. Et donc, il y avait... C'est un thème qui court vraiment tout le roman, du début à la fin. Ouais, parce que, au début, d'abord, c'est un jeune homme très vigoureux, il est petit ami, etc. Et il est toujours en quête, finalement, d'un amour et d'une femme. Oui, bah c'est un jeune homme de 22 ans, il jouit de la vie, il jouit de son corps fonctionne bien, donc en effet, oui, il est dans le plaisir. Notion qui va beaucoup évoluer après dans le roman, parce que le corps de l'autre est plutôt une promesse de souffrance. C'est un homme qui ne va plus voir des gens nus que dans le milieu du handicap. Et le milieu du handicap offre des corps qui, même pour celui qui en souffre lui-même, sont des corps monstrueux. Et donc, la relation à l'autre, au corps, au désir, à la sexualité, elle est totalement impensable. Elle est impensable, sauf dans l'idée, justement, de complétude. Et c'est un très très long travail qui va se mettre en place pour que François, qui commence par un vrai mouvement de répulsion, il est heureux d'entrer dans une piscine, il est heureux de retrouver l'eau, il va apprendre à nager, c'est extraordinaire ce mouvement qu'il va faire. Mais en même temps, ça l'oblige à regarder les autres, et regarder les autres, ça l'oblige à se regarder lui-même. Donc ce rapport au désir, au corps nu, est totalement inversé, c'est un rapport de répulsion. C'est une très très longue rééducation, un très long réapprentissage pour observer l'autre comme la possibilité d'une complétude à soi et pas seulement comme un objet désirant. Et alors, il y avait deux questions qui étaient absolument essentielles d'aborder dans ce livre et qui étaient les plus compliquées, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est le rapport, alors tu parles de la toilette, on va dire tout ce qui est hygiène intime, et évidemment, tout le monde se demande comment il va aux toilettes, ce garçon. Je ne pouvais pas ne pas aborder cette question et en même temps, je ne voulais pas être voyeuse. Donc c'était complexe à imaginer, mais c'était un des défis centraux. Et l'autre défi, c'était faire l'amour. Ça, c'était vraiment les deux images qu'il était impossible d'écarter, ou bien on aurait cru que j'avais peur simplement de le faire, ou bien moi, j'aurais été en échec. Et ça passe beaucoup par l'eau, dans tous les cas. Oui. Et pour terminer, peut-être avant un peu de discussion, moi j'aimerais que tu nous parles de ton art du roman, et particulièrement par rapport à la réalité. Pourquoi ? Parce que, je vous donne une citation très simple, la scène de l'appareillage, enfin il est chez l'appareilleur et il projette en fin de compte quelque chose qui ne fonctionne pas sur lui. L'appareilleur lui dit, parce qu'il doit inventer de nouvelles choses, de nouvelles prothèses, il dit, inventer c'est trahir, imaginer est le seul recours, formuler des hypothèses, tenter de déduire ce qu'on ignore de ce qu'on sait. Et ça, c'est l'art du romancier. On n'a pas tous la même façon de penser le roman, mais non, je constate qu'il y a des gens il y a des romanciers qui n'ont pas du tout, qui font pas cette différence que moi je fais entre l'invention et l'imagination. Et j'y tiens très très fort, j'y tiens comme à une éthique. C'est-à-dire que l'invention, pour moi, a quelque chose de mensonger.
C'est prétendre qu'on peut mettre quelque chose dans un trou, là où il n'existe rien, le combler avec certitude. On peut parler d'histoire de cette façon-là. J'ai beaucoup travaillé quand même sur des périodes historiques dont on ignore des tas de choses. Inventer, pour moi, c'est se restituer une situation confortable qui nous évite cette sensation d'incertitude, donc on n'aime pas, quoi. L'imagination, c'est tout à fait autre chose. L'imagination, comme le mot l'indique, c'est la production d'images. Et la production d'images, ça n'est qu'un exercice qui permet, un exercice de déduction qui permet, après un inventaire sérieux du réel, après une documentation sérieuse, de proposer, c'est vrai, des hypothèses qui sont peut-être vraies ou fausses, mais on reste sur le mode de l'hypothèse. On n'affirme pas les certitudes, on est incapable de démontrer. Je préfère très nettement, évidemment, l'imagination à l'invention que je trouve usurpatrice, en fait, et très péremptoire. L'imagination, c'est malléable, c'est mouvant, et ça autorise à se tromper. Pas l'invention. Et pour ce qui est de la réalité, de la place de la réalité dans le roman, j'observe que, comme il y a souvent d'ailleurs dans des romans comme dans le balcon, j'allais dire le balcon en forêt. Le balcon, c'est joli. J'aime beaucoup être associée à Julien Gracq, mais le titre est directement inspiré, tu sais ça? Oui. C'est qu'il y a un fond historique quand même dans c'est-à-dire, ça se passe en 1956, qui déjà, historiquement, n'est pas une date insignifiante, disons. Si tu avais pas les 55 ou 57, ça n'aurait peut-être pas été pareil. D'abord, c'est l'invasion de la Hongrie, le rapport Khrouchtchev, c'est un temps très marqué. Et ensuite, dans ton roman, c'est quand même sur fond de guerre d'Algérie, de décolonisation, etc., puisque ça se prolonge jusqu'au début des années 60. Il y a diverses scènes de rue qu'on reconnaît très bien. Je ne sais pas pourquoi j'arrive. Oui, voilà, c'est le rapport au réel. Voilà, le rapport au réel. Quelle est la part de l'histoire, enfin, en quoi la situation historique dans laquelle se trouve ton roman influence le destin du personnage. Alors j'ai justement choisi cette période parce que dans cette période-là, encore une fois, les ressources essentielles de mon personnage seraient forcément lui. Il y a deux choses. Au départ, l'image de François, elle m'a été suggérée par un nageur qui s'appelle Zheng Tao, qui est un handi-nageur dont j'ai vu la performance hallucinante aux Jeux paralympiques de Rio, et qui, sous mes yeux, s'est transformé d'un être déficient, handicapé, en 15 secondes, en un être puissant, accompli et un athlète extraordinaire. Et cette métamorphose, en 15 secondes, sous mes yeux, moi j'ai voulu en faire un livre, sur plusieurs années, essayer de la raconter autrement. Mais c'est une révolution de mon regard qui traduit probablement la révolution qui s'est opérée dans sa vie à lui. Ce jeune Chinois, champion du monde, est un être absolument admirable. Mais pas parce qu'il est handicapé, parce que c'est un grand athlète. Mais ça, il m'a fallu 15 secondes pour passer d'une image à l'autre. Et donc, c'est Zheng Tao qui m'a donné envie d'écrire une histoire qui raconterait cette révolution, mais en un peu plus que 15 secondes. Voilà. Et donc, j'ai pas raconté l'histoire de Zheng Tao, et je voulais revenir quand même, parce que j'avais été très très fascinée par ces compétitions, au balbutiement du handisport. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, les années du handisport. Le début, c'est 1954, l'Association sportive des mutilés de France, des jeunes résistants qui ont été fracassés à la fin de la guerre et qui ne veulent pas renoncer en fait à leur corps et qui décident ce projet un peu fou de faire une association dans laquelle ils vont pratiquer du sport. Et ils commencent par le ski, ce qui n'est pas rien quand même, fabriquant du matériel. Mais je vous parle d'une dizaine de mômes, Et puis, ils vont faire des émules, et puis très courageusement, ils vont avoir envie de créer des clubs ailleurs. Et puis, en 1960, ont lieu les premiers Jeux para-olympiques à Rome, qui seront suivis en 64 par les Jeux de Tokyo, et commence alors une ritualisation qui sera parallèle aux Jeux olympiques. Mais c'est une aventure complètement folle. Moi, j'adore l'esprit d'aventure. J'adore, en fait, cette mise en œuvre de projets
qui sont fous, dans lesquels personne ne croit, sauf ceux qui tentent de les accomplir, et qui, à rebours, nous paraissent absolument évidents, alors qu'au départ, ça n'était qu'incertitude, ignorance, effroi, amusement sans doute, mais absolument pas la vocation d'entrer dans l'histoire. Hein. Et donc je trouvais que c'était très beau que François arrive à ce moment-là, dans cet esprit d'aventure, parce que sa vie va être une aventure. Et puis tout est aventure. Hein. Ces années sont passionnantes pour ça, parce que je vous le disais, on commence le service des grands brûlés, bon, on ne sait pas très bien encore comment faire. La première prothèse myoélectrique arrive en 56, mais on ne saura rien en faire avant le milieu des années 60, même le début des années 70. La kinésithérapie, elle existe en pratique de massage, mais elle n'est pas formalisée. Premier diplôme en 1956. L'ergothérapie n'existe pas. Donc on est là dans une période de bouillonnement incroyable, sur tous les plans, l'appareillage, la médecine, le sport, qui, je trouve, intégrait le personnage dans un mouvement qui était vraiment énergique et solaire. Et peu importe que ça réussisse ou pas, c'était le mouvement qui m'intéressait. Et donc, j'avais pas prévu de revenir aux années 50. Hein. Le paquebot dans les arbres, c'était les années 50, parce que l'histoire de la femme qui m'a inspiré ce roman se passait dans ces années-là. Là, moi, j'ai vu Tseng Tao, je me suis dit, j'ai envie de m'intéresser au début du handisport. Très honnêtement, ça aurait été dans les années 30. Mon livre se passerait dans les années 30. Mais j'ai découvert avec ravissement que non seulement c'était les débuts du handisport, mais les débuts de beaucoup d'autres choses que je viens de vous exposer. Et donc, moi, ça m'excitait beaucoup d'entrer dans cette aventure, de voir comment les gens découvraient leur propre savoir à ce moment-là. D'accord. Alors, donc, quand tu rapportes les événements politiques, par exemple les manifestations des tout ça, c'est vrai. C'est un, non pas un effet de règle, mais c'est pour rendre encore plus crédible son histoire. Crédible, je ne sais pas, mais alors, moi, par exemple, je n'avais pas imaginé que la guerre d'Algérie aurait une place dans mon livre. Mais de fait, comme je suis dans les années 50 et que je suis à Paris, pas le beau dans les arbres, j'étais dans la campagne où l'écho en fait, des manifestations parisiennes était quand même très atténué. Donc je l'ai un petit peu abordé parce qu'on ne pouvait pas totalement ignorer cette question-là, même dans un village de 500 habitants en pleine zone rurale. Il y avait forcément des jeunes qui étaient mobilisés, donc on ne pouvait pas la laisser totalement de côté. Mais là, je suis à Paris, dans les années 50, en plein cœur de Paris. Ça aurait été un choix à justifier si je n'avais pas parlé de l'Algérie. Donc, puisqu'elle était là, puisqu'il y avait des manifestations dehors, puisque c'était dans les journaux, comment moi je pouvais en faire quelque chose pour mon personnage? Et c'est comme ça que j'ai essayé de soulever un débat sur la concurrence entre les causes, la hiérarchie des combats qu'on mène, parce que Sylvia, la petite sœur, elle va devenir une fervente militante communiste, anticolonialiste, et donc prendre part à toutes ces manifestations, et le débat va se poser, et François, lui, s'est engagé dans la cause du handisport, corps et âme, se préoccupe du coup moins probablement de cette actualité de l'Algérie. Qu'est-ce qui se passe entre ce frère et cette sœur? Est-ce qu'on a le droit d'hiérarchiser les causes? Est-ce que tout est politique? Est-ce qu'ils sont en concurrence dans leur combat, ou est-ce qu'au fond ils se battent pour la même chose en des lieux différents? C'était vraiment important pour moi aussi de l'aborder, parce qu'on pourrait sous-estimer ces combats dans des époques où politiquement des choses spectaculaires se passent. La question est toujours valable aujourd'hui. Hein. On voit des migrants partout. Moi, j'ai des amis extrêmement engagés sur ces causes-là, qui sont évidentes, qui sont importantes. Est-ce que s'engager aujourd'hui pour les personnes qui vivent dans les EHPAD, du coup, c'est pas important? Est-ce qu'il faut hiérarchiser ces causes-là? Est-ce que on n'est pas vraiment impliqué si on s'occupe des vieux plutôt que de s'occuper des migrants? C'est une vraie question, parce que je crois que, d'abord, on manque de temps, on vit dans un monde extrêmement anxiogène, et il y a une tentation, je trouve, parfois, de dénigrer certaines causes au profit d'autres. La question se pose de savoir si c'est vraiment judicieux. Voilà. Alors, une dernière petite chose, je vous signale, il y a vraiment beaucoup de trouvailles de stylistiques ou poétiques, ou des images, des situations. Vraiment, c'est tout à fait foisonnant. Mais alors moi, il y en a une qui m'a absolument ravi, c'est le fait que François, à un certain moment,
écrit, enfin fait écrire, puisqu'il ne peut pas écrire lui-même, un écrivain public, une lettre à l'infirmière dont il semble être amoureux. Et elle reçoit sa lettre, seulement la lettre a été mouillée et certains mots ont disparu. Et elle reconstitue la lettre avec ce qu'elle pense être, en tout cas les mots qu'elle vaudrait lire. Et c'est une invention géniale parce que elle fait là un travail de réparation quoi, sur la lettre. Sur la lettre, mais en même temps, c'est elle qu'elle répare, puisqu'elle projette dans la lettre, comme tu le dis, ce qu'elle veut y entendre. Mais ça, c'est une image du lecteur que nous sommes tous. Quand nous lisons une histoire, nous la lisons avec nos propres fantasmes, nos propres désirs, nos colères, nos empêchements. Il n'est pas sûr que nous lisions ce qui nous est vraiment adressé. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui nous est adressé? L'auteur lui-même, de toute façon, projette dans ses mots et dans son texte tout ce qu'il porte en lui de plus intime et qui n'est pas forcément déchiffrable par le lecteur. Donc, ça parle aussi de l'immense malentendu de la langue, qui est cet outil qui nous relie et nous sépare à jamais quand même. Alors, on ne va pas dire le tout dernier mot du livre, parce que c'est une belle trouvaille là encore, mais j'en dis un qui est un tout petit peu avant, qui m'a vraiment beaucoup plu et qui me semble être une conclusion formidable à cet ouvrage et à notre discussion. Tu dis, concluant l'histoire de François, à l'impossible, il s'est tenu. Eh oui. Ça, c'est le contraire de ce que disait Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin disait, l'inventeur des jeux, l'important c'est de participer. Et François a d'autres projets. Alors. Merci beaucoup, Nicolas. Avec Nicolas, j'ai toujours des questions neuves. Je peux réfléchir autrement à mes livres parce qu'il a toujours des façons très originales, périphériques d'aborder les questions et c'est toujours une surprise pour moi aussi. Merci beaucoup. Merci. Mais peut-être que notre public a une question. Je te laisse surveiller. En vous entendant parler de tragédie, de la mort, de la Renaissance, et puis de couture, de parfum, je trouve que dans votre entreprise, peut-être dans cet ouvrage-là, mais peut-être plus largement dans votre écriture, il y a quelque chose d'Isis. Vous savez, Osiris, tué par Seth, démembré en 9 morceaux éparpillés dans la vallée du Nil, Isis qui ne se décourage pas, qui va chercher les morceaux, qui les recoue ensemble, qui lui redonne le désir, qui s'unit charnellement à lui et qui le ressuscite. C'est la première momification et c'est aussi faire d'Osiris le dieu de la Renaissance, le dieu de la résurrection. Je viens d'apprendre quelque chose. Je suis très 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 peu douée en mythologie égyptienne. Mais oui, ça me paraît tout à fait sensé. Je pourrais m'en revendiquer, mais en fait non. Oui, ça me trouble ce que vous me dites. Mais je vais aller relire tout ça. Là, je crois que depuis que j'ai 12 ans, je suis plus allée relire de mythologie égyptienne. C'est vrai que j'étais plus chez les Grecs et les Latins là, récemment, mais ça me frappe ce que vous dites. Oui, tout à fait. On pourrait dire qu'il y a quelque chose d'Isis. Nadine qui répare la lettre, qui remet les mots, etc. C'est ce côté aussi réparation. Oui. Et puis le corps aussi. Enfin, il y a plusieurs Isis, on pourrait dire, je pense, dans ce roman. Mais je vais aller relire tout ça. Oui, c'est vrai, absolument. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions, sinon on peut peut-être tout simplement garder un peu de temps pour les dédicaces. Est-ce que tu as du temps un petit peu pour des dédicaces? Jusqu'à l'écart, je crois. C'est jusqu'à l'écart, je ne sais pas quelle heure il est. Jusqu'à l'écart. Ah oui, alors donc il faut les 20h. Donc si vous voulez faire un petit taxi avec dédicacer Merci. Murez,